Bon, et bah, nous y voilà. Bonjour à toi, Brenda. Je suis Salut. vraiment trop contente de me retrouver face à toi aujourd'hui parce que les personnes de ma chaîne, vous la connaissez énormément, vous la connaissez beaucoup. Tu as été l'une des pionnières dans le love coaching. Moi-même, quand j'étais plus jeune, une de mes premières séances de coaching, je les ai faites avec Brenda C'est vrai. à Place d'Italie. Dans un café, parce qu'à l'époque, Dans un café, je ne savais pas où je me recevoir. rappelle, et je me rappelle, tu m'avais payé un coca, je crois. Ah ouais, ça Ouais. je l'ai plus. Mais je me crois. rappelle, c'était vraiment dans la première année, peut-être les 6 premiers mois de mon début de boulot. Donc, Et franchement, dans un je café. suis vraiment trop contente de t'avoir en face de moi parce que pour Ouais. moi, tu as été pendant très longtemps un de mes mentors, une personne qui m'a beaucoup inspirée, qui m'inspire encore aujourd'hui. Merci. Et tant sur le côté love, parce que je sais que tu as beaucoup évolué et pour moi c'était important. Vous le savez, sur la chaîne, je parle beaucoup d'écologie amoureuse, d'écologie personnelle, et je suis un petit peu en guerre personnellement contre les méthodes de séduction que je trouve parfois dangereuses et manipulatrices. Je sais que tu as beaucoup cheminé sur ça, donc pour moi, sur ce point-là, c'est très intéressant qu'on échange ensemble. Et aussi sur l'aspect entrepreneurial, même si les personnes qui nous regardent sont pas entrepreneurs pour la majorité, je trouve qu'il y a des beaux apprentissages derrière, et je sais que tu aimes bien en parler, que tu as beaucoup d'expérience dans le domaine. Donc voilà, j'ai ma petite liste de questions et je vais commencer. Donc déjà, Brenda, pour les personnes qui ne te connaîtraient pas, est-ce que tu peux te présenter et surtout nous dire comment tu vas? Bah écoute, ça va. Je m'appelle Brenda Boukris, donc j'ai 27 ans maintenant, j'arrive sur mes 28. Je suis experte en relations hommes-femmes depuis à peu près une dizaine d'années quasiment, et j'accompagne notamment beaucoup les femmes à comprendre leur niveau de responsabilité dans leur situation amoureuse. Tu vois, c'est souvent des femmes qui ont tout pour plaire, qui se disent je comprends pas, je suis jolie, je suis sympa, je suis drôle, je suis pas jaloux, je suis pas toxique. Et pourtant, les hommes, j'arrive à les séduire, mais derrière, personne s'engage avec moi. Donc, qu'est-ce qui se passe? Et on vient travailler via un coaching de groupe ou un coaching individuel ou un travail thérapeutique ces femmes à justement comprendre ce qui s'est passé à l'intérieur d'elles, parce que souvent, c'est des cheminements inconscients, et à trouver l'amour derrière. Et voilà, je donne déjà pas mal de conseils sur mon compte Instagram qui s'appelle Brenda Boukris, sur ma chaîne YouTube, ma chaîne de podcast, etc. C'est pour une copine, c'est ça la chaîne de podcast? C'est pour une copine qui s'appelle, la chaîne de podcast s'appelle C'est pour une copine. J'ai tendance à oublier son nom très souvent, mais sinon vous tapez Brenda Boukris en vrai partout. On trouve aussi. C'est assez facile. C'est intéressant que tu présentes les femmes que tu accompagnes en disant c'est des femmes qui arrivent à séduire, qui ont plutôt confiance en elles, qui sont pas toxiques, mais qui comprennent pas pourquoi ça marche, puisque ça marche pas pourtant. La petite truc. Parce que de mon côté, j'accompagne plutôt des femmes, tu vois, qui vont être hyper timides, souvent en manque de confiance, et qui, elles, vont avoir du mal à prendre leur place. Justement, selon toi, pourquoi est-ce que ça marche pas pour ces femmes-là? Pour les tiennes ou les miennes plutôt? Les tiennes. Pour les miennes, parce que très souvent, justement, elles arrivent à se regarder en se disant j'ai tout pour plaire, et c'est soit la faute de l'univers, soit je tombe que sur des cons qui veulent pas s'engager, et du coup, à aucun moment il y a une réflexion sur son niveau de responsabilité. Comment j'en ai fait pour en arriver là? Et peut-être qu'en fait, à travers le choix des hommes que je fais, inconsciemment, à travers ce que je veux éviter, à travers toutes les blessures que j'ai eues dans mon enfance, à travers mes parents, etc., je construis des schémas qui m'amènent à rester célibataire par sécurité. Donc je vais avoir inconsciemment l'envie de rester célibataire pour être seule, pour être protégée, pour pas apparaître souvent à l'autre, tu vois, de manière vulnérable. Et consciemment, je vais avoir envie d'être en couple. Donc qu'est-ce qui se passe? L'inconscient et le conscient rentrent un petit peu en négociation, et l'inconscient dit au conscient, c'est comme ça que je le traduis, ça se passe pas vraiment comme ça, c'est un schéma. Il n'y a pas l'inconscient qui dit au conscient. L'inconscient dit plus ou moins au conscient, on va négocier. Je vais te proposer d'aller voir des mecs qui vont te donner l'illusion de trouver l'amour, et au final, ça ira nulle part. Et donc, ces femmes vont souvent être poussées par une volonté inconsciente d'aller vers un certain type d'homme, sans se rendre compte que ces types d'hommes-là ne vont pas forcément matcher avec elles sur le long terme, parce que c'est pas des profils qui sont faits pour s'embriquer au niveau inconscient sur le long terme. Et souvent, du coup, elles finissent par se retrouver seules et elles comprennent pas comment elles en sont arrivées là. Et donc, on va parler avec elles de leur schéma aussi, tu vois, comment est-ce qu'elles arrivent dans cette position, à qui est-ce qu'elles laissent leur chance, à qui est-ce qu'elles laissent pas du tout leur chance aussi, et l'enjeu aussi derrière dans la relation, dans la séduction qui amène ensuite à la relation. Et il y a énormément de petites choses
qui passe souvent entre les lignes, où les filles pensent bien faire, qui en réalité peuvent créer beaucoup d'insécurité chez l'autre et le pousser à fuir. J'ai l'impression que ce qui perturbe aussi pas mal les femmes, enfin j'en reviens à là, mais je trouve qu'il y a tellement de conseils à boire et à manger, où en fait on confond moi ce que j'appelle les besoins de l'ego, ce qu'on pense être des besoins égocentrés, et voilà. ouais, j'appelle ça aussi les tu besoins vois, égocentrés. Comme par exemple, bien sûr tu peux être attiré par un certain type de physique ou un certain cliché de l'homme exemple entrepreneur ou je sais pas moi, ou puissant, musclé, directeur, alpha, exactement. Ou l'homme qui est riche aussi, tu vois, on le voit beaucoup sur les standards liés à la richesse, et ça les perturbe parce que je sais pas si toi tu as cette compréhension là, je voulais en parler plus tard mais j'en parle maintenant. Je trouve que aujourd'hui il y a beaucoup de conseils qui sont très en surface et qui sont là, je trouve, pour appuyer sur les blessures des femmes pour faire du clic. Et malheureusement, ça leur pousse pas à avoir une réflexion, je trouve, plus profonde sur ce qu'est l'amour, en fait. Tu vois ? Tout à fait. Et notamment sur le besoin de se protéger. Et comme tu l'as dit, t'as pas forcément parlé d'intention positive, mais la notion de responsabilité, elle est là. C'est-à-dire, en fait, pourquoi est-ce que c'est utile pour moi de rester célibataire ? Bah, peut-être qu'en fait, ça me permet de me protéger, de moins souffrir, ou, comme tu l'as dit, de répéter un schéma. Oui, c'est ça. Pour moi, ce qu'il y a souvent derrière, c'est la volonté de ne pas apparaître. Moi, tu vois, toi, tu parles de besoin de l'ego. Moi, je dis quasiment la même chose. Je dis besoin égocentré, besoin émotionnel. Et très souvent, ces femmes vont aller vers le besoin égocentré en premier, et ensuite attendre que l'autre valide les besoins émotionnels sortis de leur chapeau, tu sais. Alors que ce que moi, je recommande, c'est plutôt de d'abord valider les besoins émotionnels, et ensuite de valider les besoins de l'ego, parce que très souvent, les hommes à qui elles ne laissent aucune chance sont les hommes qui ont vraiment envie de s'engager avec ces femmes-là, tu vois. Genre, par exemple, le mec un peu gentil, un peu maladroit, avec peut-être un peu de bidon, et encore, c'est pas une obligation, mais tu vois, qui n'a pas les codes de la séduction du mâle alpha, elles vont complètement toxique, d'ailleurs, les conseils masculinistes. Ouais, beaucoup. Vont vraiment couper, en fait, avec... elles vont vraiment, couper avec ces mecs-là, en se disant, bah non, il est trop gentil. Déjà, ce truc qui me choque qui est encore plus flagrant pour moi ces derniers temps, c'est non mais il est trop gentil. C'est comme si la gentillesse était un défaut à fuir, tu sais. Donc tu vois les mecs trop gentils, etc. qu'on va mettre dans une case en mode ils sont pas pour moi, alors que ces mecs-là rempliraient totalement, par exemple, ses besoins émotionnels et ont juste souvent, pas toujours, hein, mais souvent besoin de temps pour se livrer un peu plus sur leur masculinité et remplir les besoins de l'ego. Tu vois, moi, j'ai eu l'expérience d'une cliente qui a laissé sa chance à un mec qui était extrêmement maladroit au début, qui buguait un peu, qui savait pas trop comment faire. Et petit à petit, ils se sont sentis en confiance l'un et l'autre, et elle s'est rendue compte qu'il avait une éloquence de dingue, tu vois. Alors que quand il était en stress au départ, bah, il regardait par terre, etc. Alors que le mec était super bon à l'oral. C'est juste qu'il fallait qu'il se sente en sécurité, en fait, avec son partenaire. C'est fou à quel point je trouve que les peurs qu'on a viennent souvent valider dans l'échange, dans l'interaction, les failles de l'autre. Par exemple, tu vois, souvent, on le voit avec les hommes, les femmes qui ont peur d'avoir un homme qui est timide ou qui est pas assez, ou tout à fait, et qui du coup vont l'étouffer ou qui vont pas lui laisser la place, ou qui même, sans rien dire, vont juste avec leur énergie lui faire sentir qu'il est pas assez et que du coup il va se sentir mal. C'est vraiment problématique. Et du coup, bon, je vais quand même faire dans l'ordre mes questions parce que sinon, franchement, on va se perdre. Ouais, c'est clair. Je voulais quand même introduire notre échange ensemble en pointant le fait que récemment, tu avais envoyé un mail où tu disais que voilà, tu avais fait un travail sur toi, que tu avais aussi changé de paradigme dans ta manière d'aborder tes rencontres amoureuses. Est-ce que du coup, il y aurait plus de attitude séduction entre guillemets, ou qu'est-ce qui change en fait dans ton paradigme pour les relations? C'est marrant parce que tu dis ça et j'ai sorti une vidéo aujourd'hui, donc mais pas oui, la date de publication. Mais je le sais, je l'ai vue. Et en fait, cette vidéo devait s'appeler J'ai tué attitude séduction. J'ai trouvé ça trop fort. En fait, je me suis dit non, en fait, tu vas à l'opposé même de ton discours en disant ça, parce que je veux plus avoir de rapport aussi violent avec moi. Mais oui, aujourd'hui, je me reconnais plus du tout plus du tout. Ça a fait partie de mon chemin, donc ça le fera toujours un peu, mais je me sens moins dans attitude séduction, dans ce côté un peu femme fatale que je dégageais avant, en tout cas que je voulais dégager à l'écran. On va en parler de la femme fatale. Si vous saviez les vidéos que j'ai fait sur le sujet, c'est... Ouais, moi aujourd'hui, bah tu vois, avant il aurait été impossible pour moi de venir en jean avec un crop top blanc, avec des baskets. T'aurais dû venir comment? Alors en talons, avec des collants, avec une jupe un peu cintrée.
ou une robe un peu, tu vois, un peu féminine, machin. Enfin, très féminine plutôt. Et en fait, aujourd'hui, je me sens plus dans ce besoin de prouver, tu vois, de représenter. En fait, c'est ça qui est important aujourd'hui pour moi. C'est attitude séduction était vachement dans la représentation, dans la performance. Tu vois, moi, je parle beaucoup de performeuse. Tu vois, quand je parle de mes clientes à la base, elles performent. Mais c'est aussi cette performance qui a une place dans leur vie, mais souvent qu'elles mettent à une autre place qui n'est pas, à mes yeux, la place qu'elle doit avoir. C'est-à-dire qu'il va y avoir une forme de déformation professionnelle quand on va avoir une femme qui, petite, a appris à être aimée en étant dans le faire, parce qu'elle a cru que ses parents l'aimaient parce qu'elle avait des bonnes notes ou parce que, je sais pas, elle réussissait des choses dans sa vie. Elle a cru, du coup, qu'elle allait être aimée de cette manière par son autorité affective, donc par ses parents. Et du coup, plus tard, elle a eu une grande carrière, par exemple. Donc elle réussit, elle est contente, tout le monde est fier d'elle. Sauf que du coup, ça nourrit un cercle, qui se dit, attends, si j'ai réussi à faire ça dans mon travail, je vais faire pareil dans ma vie amoureuse. Sauf que la vie amoureuse, elle fonctionne pas par la performance. Tu vois, il y a un exemple que je donne beaucoup, c'est, d'ailleurs, il faut que je change ça sur ma chaîne, où je dis souvent, je t'apprends à avoir la confiance en soi de Beyoncé. Bon, je suis plus du tout là-dedans, il faut juste que je trouve mieux. Mais dans l'idée, tu vois, Beyoncé, je l'ai souvent prise en exemple, et je la trouve géniale en tant que performeuse. C'est une femme qui performe. Mais c'est une femme qui séduit les femmes. C'est pas une femme qui séduit les hommes. C'est-à-dire que la performance, à mes yeux, c'est quelque chose qui sert énormément aux femmes dans leur manière d'être fascinées par l'autre. Mais aujourd'hui, est-ce que tu connais des hommes, qui se disent, ok, j'adorerais apprendre à connaître Beyoncé et pourquoi pas construire un truc avec elle, tu vois. Est-ce qu'on a ce lien, tu vois, alors que les femmes vont être plutôt fascinées par Beyoncé. Par exemple, tu vois, quand tu vas à ses concerts, ou Taylor Swift, ça marche aussi. Moi, j'aime pas ni l'une ni l'autre. Ouais, mais souvent, les femmes, en tout cas, que j'accompagne, vont aimer ce côté représentatif, icône. Tu vois, c'est marrant parce que c'est des stars qui sont surtout appréciées par les femmes et la communauté gay. Tu vois, qui sont très, tu sais, des cœurs dans les yeux, etc. Par ce côté très brillant, très impactant, Sauf qu'en fait, ce n'est pas ce qui touche. Tu vois, et je pense fondamentalement qu'on tombe amoureux et amoureuse de ce qui nous touche chez l'autre. Tu vois, et du coup, une attitude séduction, c'était très orienté Beyoncé, très orienté Oprah Winfrey, etc. Mais aujourd'hui, je pense que oui, ça fascine, ça attire et ça continuera de faire pousser les gens à mettre leur carte bleue et à payer. Mais est-ce que c'est ça qui aujourd'hui peut amener les femmes à construire un avenir amoureux solide et durable et sécurisant? Aujourd'hui, j'en suis beaucoup moins sûre à l'endroit où j'en suis actuellement dans mon chemin. En tout cas, s'il y a que ça à présenter à la relation et si cette capacité de performer devient un masque en fait à la relation et devient un masque. Ouais. Oui, très souvent. Après, ça peut être utile dans un domaine de la vie. Ce que je dis, dans le domaine émotionnel, ça peut effectivement empêcher la relation de se construire, empêcher l'autre de venir vous toucher et finalement, encore une fois, ça nous laisse aussi dans nos besoins de l'ego. Oui, tout à fait. Justement, un sujet que j'aimerais beaucoup aborder avec toi. D'ailleurs, c'est très drôle puisque tu as sorti ce matin une vidéo sur la femme fatale. Pourquoi être une femme fatale, je crois, empêche de trouver l'amour. C'est marrant, ouais. Et moi, j'ai découvert il y a quelques mois la trend de la dark feminine energy. Okay. Donc, la trend de la dark feminine energy, c'est genre des femmes qui se disent ok, l'homme doit tout payer, il doit payer le loyer, les vacances, c'est un provider. La femme, elle a une valeur supérieure à celle de l'homme. Avec des métaphores du type, nous, on est les ovules sacrés et les hommes, ils ont plein de sperme. Et bref, et tu vois ces comptes qui explosent et qui viennent en fait, littéralement matrixer les femmes en leur disant, voilà, être une femme, c'est être une good girl avec la skincare qui est faite, avec les ongles parfaits. L'homme, il doit tout payer. Pour le manipuler, il faut appuyer sur ça. Et je trouve ça horrible parce que le problème, c'est que le message de fond, il y a des choses qu'on peut garder, du type, vous avez une valeur. Dites non à ce qui ne vous convient pas, mettez des standards. Oui, c'est important pour certaines femmes, notamment celles qui sont dans de la dépendance. Mais le problème, c'est que ça va à l'extrême opposé. Et ça empêche, je trouve, les femmes d'avoir un esprit critique sur l'intelligence émotionnelle. Et du coup, le problème, c'est que, je sais pas si toi, tu l'as vécu en tant que femme, mais moi, quand je suis sortie de la dépendance émotionnelle, j'ai eu besoin d'avoir ce vent d'ego de ouais, je suis une jeune femme, j'ai confiance en moi, etc. J'ai plein d'hommes, etc. Mais quand t'es dans un couple,
mais ma fille, si t'agis comme ça dans ton couple, il est mort en fait. Et moi, ça a failli briser mon couple de garder une posture comme ça, tu vois. En fait, ce qui est intéressant, tu vois, ce que ça m'évoque, ce que tu me dis là, je t'avoue que je regarde plus trop ces trends, ces machins, parce que je m'y retrouve pas, quoi, clairement. Je pense que comme toi, en fait. Mais complètement, mais il y a certaines femmes que tu as en coaching ou que moi j'ai en coaching et qui, elles, on m'en a parlé et on m'a demandé mon avis dessus. Alors, j'ai été assez en surface parce que pour le coup, j'ai pas étudié ça dans le fond. Mais ce que moi, je ressens quand tu me dis ça, c'est la capacité qu'en fait, on peut avoir à se mettre en position d'objet. Ouais, c'est ok, tu te fais tes ongles, enfin en tout cas de ce que tu me dis, tu vois, la fille elle doit avoir sa skincare, elle doit être comme ça, elle doit être bien pour l'homme, tu vois, c'est un dû, tu vois presque, il y a un peu cette notion là de dû, de je suis sacré, donc je suis inaccessible, donc je ne suis pas un être humain en fait, tu vois, donc si tu n'es pas un être humain, tu es un objet. L'idée d'une déesse, tout ça, ça revient au même, hein, c'est l'objet. C'est comme quand on parle de... C'est marrant que tu fasses le parallèle. Toi, tu dis, finalement, moi je dis c'est se placer au-dessus des hommes et je trouve que c'est pas équilibré. Et toi, tu dis finalement, se placer comme une déesse, c'est se placer comme un objet. Je trouve ça hyper intéressant. Ouais, parce que on fait des déesses ou des dieux, enfin là on rentre dans un sujet plus large, mais c'est l'objet de nos désirs hein, à la base. Enfin, c'est-à-dire que, et peut-être qu'il y a des déesses et des dieux, et c'est tout ce que je souhaite, ou un dieu au moins pour nous sauver. Mais en tout cas, quand tu pries ou quand tu as en tout cas un sentiment de sacralité. En fait, la sacralité, c'est ce qui n'est pas accessible à l'humain, tu vois. Mais du coup, ce qu'on essaie d'en faire, c'est un objet à notre échelle. Tu vois, mais on n'en sait rien, tu vois. Ce n'est pas de notre ressort. Mais du coup, ici, quand tu me parles de dark féminine énergie, hein, c'est ça? Oui, c'est comment utiliser une énergie qui serait un petit peu celle de la sorcellerie ou de la manipulation. Du charme un peu, du charme féminin. Et qui valorise littéralement l'égoïsme, et vraiment, c'est exprimé comme tel. Mais là, on rentre en guerre. Si on fait ça, tu vois, c'est la guerre des sexes. Complètement. Et pour moi, ça pose un problème, et ça pose surtout un problème à ces femmes-là, par exemple, qui vont se sentir en puissance, etc. Oui. Est-ce que pour autant, elles vont construire une relation de couple? J'en suis pas sûre. Mais je suis complètement d'accord. Tu vois, je reprends, j'aime beaucoup Shai, moi, tu vois, c'est une rappeuse que j'aime, mais en termes d'image, je trouve qu'elle représente bien un petit peu ce que tu me dis là, tu vois, ce côté un peu, tu vois, elle a dit une phrase dans son dernier rap, dans Commando, elle dit il fait la cuisine, je mets les pieds sur la table ou sous la table, tu vois, un truc comme ça. Et bon, moi j'aime bien un titre perso parce que j'aime bien le rap, mais tu vois, il y a que des nanas qui sont hyper fascinées par Shai, mais Shai, en attendant, elle prône la solitude. Ouais, mais parce qu'en fait, elle a ce côté femme fatale que les femmes dépendantes affectives. C'est ça. En fait, c'est une fascination. Exactement. Et je pense que c'est pas forcément mauvais quand le problème, je trouve, je sais pas toi ce que t'en penses, c'est que les gens n'aiment pas l'équilibre. Ah oui, non, c'est sûr, l'ego aime les extrêmes. Hein. Ils n'aiment pas la complexité, et c'est soit je fais comme Shai et comme on t'aime Shai, hein, vraiment. Moi, j'aimerais t'interviewer vraiment beaucoup, mais c'est vraiment pour l'exemple. C'est vraiment ce côté, on aime se sentir en puissance parce qu'on a la sensation que ça nous protège, sauf que sur le long terme, je suis totalement d'accord avec toi, un couple ne peut pas se baser sur ça, sauf si c'est avec un mec soumis, complètement dépendant affectif. Oui, ou un mec qui va trouver sa valeur dans l'argent, par exemple, tu vois. Il va se dire, j'ai de la valeur en dépensant de l'argent, mais à ce moment-là, il y a aussi un problème à régler en thérapie, tu vois. Les mecs qui, par exemple, veulent juste une femme, se sentent aimés parce qu'ils dépensent de l'argent, ou se sentent en sécurité affective parce qu'ils dépensent de l'argent pour une femme. Tu vois, il y a un problème aussi de lien. Tu vois, il n'y a pas de lien. Il y a un rapport conditionnel, en fait, entre les deux. Et c'est là où, en fait, il n'y a pas de lien. Et justement, pour en revenir à ce qu'on disait, attends, j'ai oublié ce que tu m'avais dit, qui était important. Le fantasme de l'ego et le fait de pas aimer la complexité. Oui, c'est qu'en fait, on va se protéger et on ne crée pas de lien avec l'autre, et donc on ne peut pas être on va faire que se protéger. Enfin, cette image de femme fatale, moi aussi je l'ai eu, etc. Est-ce que ça a nourri mon couple ou mes couples? Non. Tu vois, au final, j'étais toujours seule. Alors j'étais seule en talons aiguilles, mais j'étais seule. Et dans le fond, qu'est-ce qui compte? Tu
tu vois. Et je pense que la solution n'est jamais dans la solution en relation n'est jamais dans l'ego. Et ce qui arrive, c'est qu'on se retrouve en fait à ne pas rencontrer l'autre quand on est dans cette position. Et très souvent, tu vois, c'est une phrase que mon superviseur m'a dit que j'ai adorée. Il m'a dit, mais tu vois, ces femmes-là, elles font genre, machin, enfin, on parlait de ça. Hein. Il dit, mais derrière, faut assumer. C'est-à-dire que souvent, c'est des femmes qui vont avoir ce masque-là pendant, je sais pas, 15 jours, un mois, mais chasse le naturel, il revient au galop. Et, tu vois, et derrière, dès que l'homme va montrer un minimum de distance, elles vont complètement revenir à... Et là, du coup, ça crée une incohérence totale. Ouais. Du coup, qui fait fuir l'autre, hein, par définition, parce que le cerveau n'aime pas ce qui est décomposé, quoi. Ouais, ou juste c'est complètement incohérent et on se dit que la personne n'est pas stable. Mais et en fait, surtout, les deux issues, c'est soit vous n'avez pas fait... Dans les deux cas, si vous avez besoin de vivre à travers ça, pour moi, c'est qu'effectivement, il y a un travail de fond qui, à mon avis, n'est pas complètement fait, voire pas du tout. Et les issues, pour moi, elles sont doubles. C'est que soit vous allez complètement tomber dans de la dépendance affective et vous allez peut-être, j'espère pas pour vous, tomber sur un joueur et un manipulateur encore plus intelligent que vous et qui va vous rendre encore plus dépendante. Ou même un mec qui va juste te remettre à ta place. Hein. Exactement. Vraiment. Tout à fait. Ou alors, deuxième option, mais comme le disait Brenda, vous allez rester seul ou dans un couple qui est creux et dans lequel vous rendez aussi l'autre malheureux. Bien sûr. Parce que vous vous empêchez de grandir ensemble. Tout à fait. Moi, tu vois, j'ai eu un mec qui enfin, c'est pas mon mec, c'est un mec, un pote avec qui je discutais. On parlait de ça, c'est un mec qui est un peu aussi dans ce milieu, qui est assez beau gosse. Et qui me disait, je tombais sur une fille comme ça, je fais ok. Et en gros, la nana me disait, mais moi, si tu me payes pas mon resto et mon cocktail, je passe pas la nuit avec toi. Il lui a répondu, mais pour ce prix-là, pour moins de ce prix-là, j'ai une fille 2 fois plus belle que toi, oh pute. Et il lui a répondu ça, et elle est restée. Oh putain, la thérapie d'impact en quelques mots. Exactement. Et elle est restée bouche bée. Et j'étais là en mode, enfin, quand il me l'a dit, j'étais en mode, waouh! Et en même temps, la fille, elle s'est trouvée conne. Et en vrai, dans le fond du fond, c'est, comme tu dis, c'est une thérapie d'impact. Ah, non, mais clairement. Ça y va. Mais, tu vois, ça a remis les choses aussi à une place qui était, alors qui est pas la meilleure, mais qui, en tout cas, donne un sentiment pour moi, de ce qui peut se passer si tu te prends justement pour cette femme-là que tu n'es pas. Parce qu'une femme qui est vraiment comme ça, on va dire que c'est naturel chez elle, même si j'y crois pas, elle saura l'encaisser et assumer derrière, tu vois, et peut-être réenchaîner, réattaquer. Bref, après on rentre dans un truc hyper toxique, mais passons. Une personne qui joue un rôle, qui se prend ça dans la gueule, attention derrière la thérapie, tu vois, parce que ça fait mal. Mais c'est ça en fait, tu te prends pour quelqu'un que tu n'es pas, faut assumer derrière. Faut que tu puisses assumer les conséquences de tes actes et de tes paroles. Il y a autre chose dont j'aimerais parler avec toi, c'est, je sais pas si tu en as eu dans tes coachings, des fois tu as des femmes, elles viennent faire un travail sur elles, elles se remettent en question, elles avancent, elles renforcent vraiment leur estime d'elles-mêmes, elles sont vraiment dans cette recherche d'équilibre et de respect dans les relations amoureuses. Mais moi, je sais pas toujours quoi répondre aux femmes qui me disent, bah en fait, Chloé, le problème c'est que sur les sites de rencontres, il y a tellement de mecs que je me dis que c'est une question de chance. Et je voudrais savoir ce que tu en penses. Est-ce que vraiment, quand tu as fait ton travail sur toi, mais que tu rencontres personne, c'est toujours toi le problème d'une certaine manière, il y a quelque chose que tu n'as pas réglé? Ou est-ce que il y a aussi quelque part une question de chance où bah, c'est vrai que tu as tellement de personnes que tu rencontres beaucoup, mais en même temps c'est très banalisé aussi. Et bon, il n'y a pas que des connards, hein, ça c'est sûr, il y a plein de mecs qui veulent s'engager, il n'y a pas question, mais tu en as qui rencontrent beaucoup moins facilement des vraies rencontres que d'autres. Tout à fait. Qu'est-ce que tu réponds à ça? J'ai des clientes comme ça. Alors déjà, je pense qu'on a toujours ce sur quoi travailler dans sa vie. Je pense que c'est vraiment le chemin d'une vie que de se trouver. Maintenant, moi, j'ai tendance à dire quel type de profil tu acceptes sur les sites de rencontres. Parce que souvent, c'est des profils qui se ressemblent, tu vois, avec les mêmes types de descriptions, les mêmes types de photos. Souvent, j'invite à ouvrir les horizons et surtout, j'invite aussi à faire des rencontres dans la vraie vie, à multiplier les opportunités. Parce que le problème des sites de rencontres, le problème principal des sites de rencontres, qui sont pourtant vraiment une bénédiction sur d'autres points, parce que ça permet vraiment de rencontrer des gens. C'est quand même une ingéniosité, je trouve. Oui, franchement, clairement. Mais l'un des problèmes, c'est qu'en fait, il n'y a pas de temps d'acclimatation à l'autre.
Et c'est ça le problème. C'est qu'en fait, on est tous les deux là pour se reproduire. Et donc, très souvent, les femmes vont très vite au départ. Et les hommes aussi, hein. Je veux dire, ça va avec. On veut se reproduire. Donc, on va se séduire très vite, coucher ensemble très vite. Et so what, tu vois? Et après, il se passe quoi? Et le problème, il est dans l'après-séduction. Quand on sort de l'imaginaire pour voir le réel. Et le conseil que moi, je donne souvent, c'est ne rentrez pas dans la séduction tout de suite. Rentrez dans une séduction, oui, mais pas dans une séduction qui pousse à coucher. Soyez dans le réel. Tu vois, souvent, on va projeter sur l'autre, on va projeter sur son imaginaire, etc. Et on va s'empêcher de... comment je pourrais te dire ça? On va s'empêcher de laisser apparaître l'autre. Et pour moi, ce qui retient un homme, c'est pas le sexe, comme on peut le penser, comme les femmes peuvent le penser, c'est le lien. Tu vois. Et le lien, il se crée dans le temps. Et c'est pour ça que je trouve que beaucoup de femmes couchent vite, non pas parce qu'elles en ont envie, mais pour retenir l'autre. Et moi, je trouve que faire des rencontres qui aboutissent à quelque chose passe la plupart du temps par des temps lents et étirés qui permettent de se laisser apparaître mutuellement. Ouais, très intéressant. Je pensais aussi surtout à des femmes, tu vois, qui sont sur les sites de rencontres, elles parlent à un homme, l'homme leur parle pendant quelques jours, et puis après, elles sentent bien que l'homme ne répond plus, ne pose plus de questions. 1, 2, 3, 4, 5, et même avec de la bonne foi, finalement, elles ont l'impression que c'est tout le temps la même chose. Et je trouve que c'est intéressant ton conseil d'élargir les horizons. Ah ouais. Putain, je trouve ça hyper intéressant. Si t'en as un autre, tu peux nous le donner. Élargir les horizons en soi, c'est quand même assez large. Moi, j'ai moins ça chez mes clients pour le coup. Ouais. Moi, c'est plus après la rencontre qu'il y a l'enjeu. C'est quand même drôle, tu vois, les clients qu'on attire, c'est marrant. Mais dans mon cas, ce que je dirais, c'est que il y a beaucoup plus d'opportunités de rencontres qu'on peut l'imaginer. Parce que oui, tu as les sites de rencontres, mais déjà aussi, tu as des sites de rencontres thématisés. Il n'y a pas que des sites de rencontres générales ou généraux comme, je sais pas, Mythique, Adopte un mec, Tinder, Bumble. Tu vas aussi avoir des sites spécialisés par passion, par aspiration politique, par tu vois, par religion, etc., etc. Donc déjà, c'est intéressant parfois d'aller un peu nicher. Tu vois, c'est comme un business, d'aller nicher. Et la deuxième chose, c'est dans le réel. Militaire.com. Tu vas dans le réel et faire des rencontres aussi dans le réel. Par exemple, à Paris, bon là pour le coup c'est une grande ville, mais t'en as dans plein de villes de France. T'as Timeleft qui est sorti, qui permet de faire des rencontres entre inconnus. Tu as Meetup qui permet de faire des cours de danse entre inconnus. Meetup, c'est pas que pour les cours de danse. Non, mais c'est je sais qu'on fait des cours de danse dessus. Tu vas avoir des associations où tu peux faire des rencontres. Moi, je trouve ça super. Tu vas d'avoir des rencontres via des associations parce que du coup, vous partagez aussi des valeurs, vous avez des actions en commun. Ça peut clairement aider. On va avoir des groupes Facebook de parents solos qui font des rencontres avec leur enfant aussi. Alors, tu vois, il y a plein de choses, mais il faut aller le chercher. Il faut aller le chercher et surtout, peut-être que t'en as aussi, t'en as qui veulent le beurre et l'argent du beurre. C'est-à-dire, en fait, je veux être sur un site de rencontre où il y a des mecs sérieux, mais en même temps, ça me saoule d'avoir trop de notifs. T'es là, genre, mais tu cherches quoi? Tu cherches une rencontre ou un avocat bien mûr? C'est souvent des personnes, on en revient au départ. Hein. Ou alors, même, et alors, il y en a aussi qui veulent pas être sur les sites de rencontres, ce que je peux comprendre, c'est une façon d'appréhender les rencontres, mais qui du coup ne sortent pas, comme si le mec allait ça, j'en ai quelques-unes en tête. Ou alors, quand elles sortent, ne vont pas sortir de leur zone de confort. Donc, c'est problématique. C'est souvent, en fait, qu'il y a une peur de l'autre à ce moment-là. Tu vois, il y a une peur plus globale de l'autre et en fait de la position de se retrouver à deux. Tu vois, quand tu te mets dans une position où tu as envie de faire une rencontre, tu as envie de rencontrer quelqu'un, mais tu ne fais rien pour ça, tu n'investis rien là-dedans, c'est souvent que le problème, il vient pas du faire, il vient de l'être et peut-être du fait que être avec l'autre fait peur, parce que quand tu veux vraiment quelque chose, tu vas le chercher. Si demain, il faut que tu parles à 50 inconnus pour sauver ta fille, tu vas le faire. Tu vois? Donc, c'est souvent à ce moment-là une question beaucoup plus intime, en fait, à aller chercher. Hein. De toute façon, je pense que quasiment tout ce qui j'ai l'impression que tout ce qui se vit dans le faire et dans le réel est une
et souvent une couche de superficialité qui crée plutôt un truc beaucoup plus profond, hein, qui cache quelque chose de plus profond dans l'être et dans nos peurs, nos blessures, nos angoisses, tu vois. Ouais. Ok. Petite question plutôt dans le côté entrepreneur cette fois-ci, puis après on terminera par un côté un peu plus personnel mais général. On va pas rentrer dans ta vie intime. Question par rapport à l'entrepreneuriat qui reste quand même assez large. Aujourd'hui, comment est-ce que tu te sens en tant qu'entrepreneur, puisque ça fait quand même pas mal d'années que tu as ta boîte. Ouais. 10 ans, c'est énorme. Quasiment, ouais. Et quel conseil est-ce que tu donnerais à la toi qui vient juste de commencer? Je changerais rien, très honnêtement. Donc je dirais, fais ta route. Fais ta route. Je dirais, tu vas aller loin, tu vas même pas imaginer où tu vas arriver. Tu vas connaître tout le succès que tu as toujours fantasmé et tu vas voir que ça va être plus étonnant que ce que tu crois, que ce que tu fantasmes. Quand tu vas avoir ce que tu as toujours rêvé d'avoir, bah, tu vas peut-être avoir envie de faire un pas de côté. Pour quelle raison? Parce que finalement, elle n'est pas si bien que ça, cette vie de rêve et de succès. Ça dépend ce qu'on est prêt à perdre. Je le dirais comme ça. Dans le sens où j'ai atteint le succès que j'avais voulu dans ma vie. Tu vois, j'ai réussi, j'ai vécu de ma boîte dès 18 ans, enfin 19 ans. J'ai eu, je sais pas combien de millions de vues sur ma chaîne YouTube. J'ai vraiment eu le succès que j'ai toujours voulu avoir, la reconnaissance que j'ai voulu avoir quand j'avais 14 ans et que j'étais harcelée à l'école. J'ai eu tout ce que je fantasmais vouloir. Et pour autant, les conséquences de ça, tu vois, aujourd'hui, c'est ok, j'ai eu tout ça, and so what? Ok, qu'est-ce qu'il y a derrière? Et en fait, oui, tu peux construire plein de choses. Mais ce que je me rends compte, c'est que la Brenda d'aujourd'hui, elle a fait sa botte, elle a été au bout, elle pourrait aller plus loin, clairement, elle pourrait aller plus loin, mais c'est pas ça qui me nourrit. Ça nourrit un ego, une partie de moi qui avait besoin d'être accueillie, qui avait besoin d'être reconnue. Mais dans le fond, aujourd'hui, tu vois, le niveau de stress que peut m'apporter cette boîte, le fait d'avoir 15 personnes qui travaillent sur mon projet, le fait d'avoir énormément d'impôts, de responsabilités, de gestion. En fait, tout ça, ça prend une charge mentale énorme. Pourquoi? Tu vois, pourquoi? Dans le fond. Pourquoi? Alors que je pourrais gagner très bien ma vie, tu vois, en étant seule ou avec peut-être une assistante, avoir un cabinet ou faire un coaching de groupe, gagner beaucoup moins d'argent, mais n'avoir beaucoup plus finalement dans mes poches que tout ce que tu donnes aux autres aussi, et avoir quelque chose de simple, tu vois, de simple. La simplicité, je me rends compte que ça fait bien longtemps que je l'ai plus dans mon business. Parce qu'à la fin du mois, quand tu as 15 personnes qui travaillent pour toi, il faut assumer. Et aujourd'hui, j'ai fait trop de nuits blanches, alors que mon chiffre d'affaires était au top. Hein. J'ai fait trop de nuits blanches. J'ai lâché trop de larmes. C'est les moments les plus stressants, en fait, quand tu fais un gros chiffre d'affaires. Ouais, clairement. Mais surtout, pourquoi? Sachant que tu peux déjà impacter par ta chaîne YouTube, par ton compte Instagram, que ça ne te demande pas beaucoup d'argent et que derrière, les gens peuvent te trouver et te payer. Et en fait, tu n'as pas besoin d'avoir un bazooka, tu vois. T'as pas besoin d'avoir un truc gigantesque quand tu sais qu'aujourd'hui, ton savoir et ta connaissance, elle est accessible, tu vois. Encore une fois, ce qui compte, à mon échelle aujourd'hui, c'est ma vie et la vie de mes proches. Et de pouvoir impacter, en effet, les gens qui pourraient être touchés par mon discours. Mais aujourd'hui, chercher un succès stérile ne me mènera à rien. Ça pourrait même mener à ma perte, en fait. Tu vois? Parce que je pense très honnêtement que j'ai envie beaucoup plus actuellement dans ma vie d'être heureuse et d'être nourrie par mes proches, par les gens que j'aime, par tout ce qui remplit mon cœur à titre personnel, que par un chiffre d'affaires, une réussite pro, de l'ordre de la performance. Tu vois? Ce qui compte
Pour moi, aujourd'hui, c'est avoir quelque chose de simple et qui roule et qui me rend heureuse. C'est tout. Ce que j'aime trop dans ton message, et franchement, merci beaucoup pour cette authenticité, parce que c'est tellement nourrissant pour les personnes qui nous regardent à d'autres niveaux, parce qu'il y a tellement d'autres domaines où on veut nous prouver. Et je trouve que c'est bien légitime. Enfin, je veux dire que tu as été harcelée, ou même quand tu as eu, je sais pas, une envie quand tu étais jeune d'être quelqu'un, tu vois. Bien sûr. Ça parle de mon passé, hein, ça parle de moi, ça parle de mon enfance. Complètement, je trouve que ça peut être légitime. Et en même temps, ce que je trouve super intéressant, c'est cette autorisation que tu te donnes et que tu nous donnes à travers ton témoignage, de te dire, en fait, il y a une autre voie qui est possible. Donc, t'ouvres le champ des possibles. La simplicité n'est pas un manque d'ambition ou de réussite, mais c'est au contraire, ça peut être une forme de sagesse aussi. Ah ouais. Mais tu vois ce que je me dis, la partie un peu mismatch en moi qui se dit, qui veut un peu tout avoir. Tu vois, moi j'ai un côté, je veux un peu tout avoir. Elle se dit, mais pourquoi est-ce qu'on pourrait pas trouver un moyen, selon toi, avec l'expérience que tu en as, d'être et riche et célèbre et heureux, épanoui? Alors, tu as des exemples de ça, hein. Enfin, public. On ne sait pas ce qui se passe derrière. Mais tu vois, moi, je pense par exemple à Gamze, que je connais pas du tout personnellement, mais quand je regarde ses réseaux, elle a sa famille, elle fait, je crois qu'elle l'a dit, je crois, hein, encore une fois, qu'elle faisait 250 000 euros par mois. Elle a sa famille, ses enfants, son mari. Enfin, elle a 25 ans, il me semble. Enfin, tu vois, tout pas qui c'est, mais je t'invite à la suivre. Elle est connue parce qu'elle a un grand tatouage sur le cou. Oui. Elle est turque. Ouais, elle est turque, exactement. Ouais, je vois. Bref, tu vois, au profil, à l'écran, ça m'a l'air d'être une vie plutôt sympa, machin, qui a l'air alignée avec qui elle est. Oui, c'est possible. Moi, je sais que pour en arriver là, j'ai déjà mis beaucoup de force dans mon business, dans ma vie, etc., pour en arriver là où j'en suis. Franchement, oui, je pourrais faire plus, mais j'ai plus envie de mettre du temps et de l'énergie là-dedans. J'ai envie de mettre du temps que je choisis, de la manière dont j'ai envie. Parce que par exemple, Gamze, pour le coup, elle fait énormément de pubs. En tout cas, au visuel de ce que je vois, et encore une fois, je suis pas dans sa vie, mais j'ai l'impression qu'elle fait énormément de pubs. Donc énormément de pubs, ça veut dire énormément d'argent à placer sur la table. Tu sais pas si tu vas le récupérer. À titre personnel, j'ai pas envie. Oui, puis là où tu as raison, et c'est que ça demande quand même une énorme charge mentale. Plus c'est grandissant, plus ça demande de la charge mentale. Oui. Quand t'es jeune, on est jeune, ça va, et encore, en fait, ça dépend, ça veut rien dire. Mais surtout, ça demande aussi beaucoup de temps. Exactement, ça demande beaucoup de temps. Et comme je dis, je connais aucune personne qui a autant de succès dans sa vie et qui n'a pas de charge mentale. Tu vois, vraiment. Je pense qu'on est tous amenés à se poser des questions sur son business. Je veux dire, quand tu veux faire un truc aussi gros dans ta vie, je parle pas d'elle pour le coup, je parle en général. Quand tu veux faire quelque chose d'aussi gros dans ta vie, c'est clairement qu'il y a quelque chose à l'intérieur de toi, tu vois, qui appelle de l'ordre de l'ego, je pense, tu vois, de faire un truc énorme. C'est parce que sinon, quel serait le besoin? Oui, je suis d'accord avec toi, t'as raison. T'as clairement raison. Mais d'un autre côté, moi, ce que j'ai expérimenté et ce que je me dis, c'est que je pense que les gens qui en sont là où ils sont, alors il y en a qui y sont alors qu'ils sont pas compétents, c'est pas tout le temps. Mais je pense que quand tu veux faire quelque chose d'aussi grand, t'as forcément de l'ego dedans, c'est obligé. Mais par contre, pour y arriver, tu vas avoir tellement de contraintes, tellement de barrières, que si tu vas juste avec de l'ego, soit tu vas pas réussir, soit tu vas te flinguer. Et je trouve que ça te demande. Ouais, mais je trouve que ça te demande, en fait, toi-même de transformer et de te dire, mais en fait, au fond, pourquoi je le fais? Parce que, à mon sens, pour impacter autant de personnes, il faut que forcément t'aies quelque chose à donner, en fait. Ah, c'est sûr. C'est sûr qu'il faut avoir que de l'ego. Je pense pas que ce soit que de l'ego. Je pense que c'est de l'ego, mais pas que. Mais tu vois, je pense que oui, en vrai, je vais dire ce que je pense, c'est que le temps, très honnêtement, le temps que ça demande et l'énergie que ça demande de bosser, d'avoir ça, moi, j'ai plus envie de le mettre là-dedans. Tu vois, je l'ai fait, j'ai été heureuse, mais aujourd'hui, ce qui compte, c'est ma famille, mes amis, les personnes que je vais pouvoir accompagner personnellement aussi, petit à petit, pouvoir impacter évidemment sur les réseaux, etc. Mais j'ai plus envie
que 80% de ma vie tourne autour de mon business. Tu vois, comme j'ai pu le faire avant. Et il est là aujourd'hui mon enjeu, en fait. C'est que je me rends compte que le prix à payer est trop fort. C'est juste ça, en fait. Vraiment, j'aimerais t'en dire plus, j'aimerais te dire plus, mais le prix à payer aujourd'hui pour ma vie est trop fort. Ce qui compte le plus dans ma vie, c'est ma famille et mes amis. Et moi, mais t'as compris, ma famille et mes amis. Quand je bosse comme une acharnée sur mon business, je ne peux pas passer du temps de qualité avec mes amis et ma famille. Il y a des gens qui ont une très bonne gestion du stress. Moi, non. Je suis une personne stressée. Je le sais, c'est un truc que je travaille, mais j'ai une nature anxieuse, j'ai une nature stressée. Quand je suis avec mes parents ou avec mes amis, avec ma famille, avec les gens que j'aime, et que mon business va mal, je ne suis pas avec eux. Tu vois ce que je veux dire? Je ne suis pas vraiment là. Je connais ça. Et le truc, c'est que oui, quand tout va bien, quand ton business il est sympa, machin, bah là t'es content de montrer tes victoires, t'es content de passer du temps avec tes potes ou avec ta famille, mais quand ça va pas, bah c'est dur. Et c'est dur parce que tu ne peux plus profiter de ce qui te nourrit. Moi, à titre personnel. Ouais. Donc aujourd'hui, je sais que ce qui compte, c'est que je gagne bien ma vie, parce que c'est important, mais surtout, à travers le bien ma vie, ce que j'entends, c'est simplement pouvoir me payer ce que j'ai envie de me payer. Et aujourd'hui, je suis revenue de ce truc de vouloir me payer des sacs Louis Vuitton, parce qu'en final, j'en ai rien à foutre, et que je faisais ça parce que j'avais besoin d'une reconnaissance. Aujourd'hui, j'en ai rien à foutre. Je préfère largement partir avec mon mec, je sais pas, en voyage quelque part, pour la même somme, que m'acheter un sac Louis Vuitton. Tu vois. Or, un voyage quelque part, n'importe où dans le monde, ça te coûtera jamais, j'entends une destination, j'entends pas un hôtel, un machin, ça te coûtera jamais plus de 2000 balles un aller-retour. Tu vois, donc l'idée pour moi, c'est d'avoir des fonds, d'avoir évidemment de l'argent de côté si besoin, blablabla, mais de vivre ma vie simplement en faisant ce que j'ai envie et en retournant à l'essentiel et pouvoir profiter de moments avec les personnes que j'aime. Je suis née, ça je l'ai vu à un moment de ma vie très particulier, je suis née dans une famille où c'est très important de montrer. J'ai jamais fait un mariage dans ma famille qui a dû coûter moins de 50 000 euros. Tu vois, c'est un truc de fou. Les gens dans ma famille adorent montrer l'argent qu'ils dépensent et les parents qui mettent de l'argent. Bref, c'est un truc de fou. Tout le monde adore poser l'argent sur la table pour représenter. Et toute ma vie, on m'a fait, j'ai fantasmé ce truc-là aussi, de me dire mais moi il va s'arriver un truc de ouf à mon mariage, je vais faire ça dans une salle avec une robe, machin. Et en fait, j'ai repensé à ça dernièrement. Je pensais à ce truc et je me suis dit, mais en fait, j'ai pas du tout envie d'avoir 500 personnes à mon mariage. 50, c'est très bien. Oui. Mais j'ai envie d'avoir uniquement les gens que j'aime, tu vois, avec qui je vais vraiment pouvoir fêter ça. J'ai pas du tout envie d'avoir un lieu de taré. Enfin, c'est pas que j'ai pas du tout envie, j'en sais rien, mais c'est pas un besoin, tu vois. J'ai vraiment envie d'un truc avec les gens que j'aime, avoir une jolie robe. Et d'ailleurs, je veux même plus, alors que j'ai toujours rêvé dans ma vie d'avoir une robe qui brillerait, ça avec des paillettes partout de mariée. Aujourd'hui, j'ai plus du tout envie de ça, tu vois. En fait, tu vois, c'est ça, c'est sortir de ce que tu crois avoir besoin pour être aimé. Et moi, je croyais vraiment avoir besoin d'être riche, d'être reconnue, d'avoir du succès, d'être représentée pour être aimée par mes proches, ma famille, moi-même, etc. Alors qu'en fait, non. En fait, c'est ça qui change tout. Ce qui est top, c'est que déjà, tu le remets vraiment à titre personnel et t'en fais pas une généralité pour les autres, tu vois, ça c'est hyper important. Deuxièmement, tu as pu l'expérimenter, donc tu sais de quoi tu parles pour toi. Ouais. Et ça, je trouve que c'est une aubaine aussi, parce que rêver sa vie sans vraiment savoir ce qui est juste pour nous, bah, quand t'es pas passé par l'expérience, c'est quand même compliqué. Ouais. Tu vois, moi, je l'ai vu, il y a une vidéo sur le cinéma qui va sortir en juin. J'ai fantasmé le fait de vouloir être actrice, parce que mon père m'a toujours sorti ça. Et quand j'ai fait du cinéma, et je sais que t'en as fait aussi, ça m'a fait chier, mais d'une force. Grave. Et je me dis, mais putain, je serai jamais comme Adèle Exarchopoulos qui mais je n'aime pas tourner sous la pluie, ça me rend ouf. Quand l'ingé son, enfin bref, on va pas bien sûr, mais c'est vraiment cette idée de t'as expérimenté, et ce que je trouve hyper sage, c'est d'arriver à se dire, mais en fait, je n'ai pas besoin de ça pour m'aimer, pour reconnaître ma valeur, pour être heureuse. Et en fait, de quoi j'ai besoin aujourd'hui sur mon chemin de vie, sur ma quête, et ben ça me va très bien. Et finalement, tu vas sûrement peut-être plus réussir pour toi en vivant ce qui est bon pour toi
qu'en vivant à travers les autres. Et la dernière chose que je voulais dire, c'est que ce que je trouve aussi important, c'est que du coup, quand t'es plus dans ces rêves de l'ego, de prouver, ça te ramène en fait à pourquoi tu fais ça. Et dans le métier thérapeutique, il y a beaucoup d'ego. Vous en rendez peut-être pas compte, mais il y a beaucoup d'ego. Parce que les gens nous mettent malgré nous dans une position de sachant. Hein, donc, et puis nous aussi, je pense qu'on bien sûr, aussi. Clairement. Et bref, et du coup, ça te ramène aussi à finalement, si c'est pas pour faire tout ça, pourquoi est-ce que tu fais les choses? Maintenant, il faut garder un équilibre. Il y a aussi des personnes dont la quête, par exemple, moi j'adore David Laroche, je le trouve génial, c'est de faire des grandes choses. Et je trouve qu'il y a des vraies valeurs derrière, il impacte beaucoup de monde et bien sûr, il y a aussi une question de célébrité et aussi de chiffres, mais en tout cas, tu peux aussi faire des grandes choses tout en ayant plein de valeurs. C'est juste que, comme tu l'as dit, il y a un coût à payer et il faut être capable de le gérer. Puis c'est pas toujours juste pour tout le monde, en fait. C'est ça. Et en fait, on n'est pas... Et surtout, encore une fois, hein, faire les choses pour les bonnes choses. Pour les bons... faire les choses pour le cœur. En fait, c'est très gnangnan. Je veux dire, il y a 10 ans, je t'aurais craché dessus pour cette phrase, mais... Au contraire. Mais en fait, c'est ça le cœur du truc. Tu vois, moi, j'étais quelqu'un qui rejetait vachement le bon cœur. Mais en fait, aujourd'hui, avec le recul, au contraire. Tu vois, c'est... faites les bonnes choses pour votre cœur et pas pour votre ego. Tu vois, je veux dire, à la fin du chemin, qu'est-ce qui va rester, quoi, tu vois? Et tu vois, moi, j'en sais rien, mais en tout cas, ce que je sais, c'est que ce qui compte, c'est mon bonheur, tu vois, plus que tout le reste, en fait. Mon bonheur et celui de mes proches, mais par ricochet, mon bonheur, tu vois. Et en fait, c'est beaucoup plus important que le succès. C'est ce que t'ont appris tes expériences de vie? Mes expériences de vie, mon propre cheminement thérapeutique avec mon thérapeute. Oui, c'est qu'à un moment, dans ma vie, il y a quelques années, je me suis rendu compte qu'il y avait un truc qui allait pas. Tu vois, il y a même, d'ailleurs, pas forcément quelques années, il y a un an et demi, je me suis rendu compte qu'il y avait un truc qui allait pas. J'avais tout et ça marchait pas pour moi. Il y avait un truc, il y avait un vide à l'intérieur de moi. J'avais tout ce que j'avais toujours voulu. J'avais le mec que j'avais toujours voulu, la vie que j'avais toujours voulu, l'argent que j'avais toujours voulu, j'avais tout pour moi. Et pourtant, tu vois, il y avait ce truc où le soir, quand je m'endormais, je pleurais pour rien. Tu vois, j'étais triste. Et du coup, il faut te poser la question de pourquoi. Maintenant que tu as eu tout ce que tu voulais, pourquoi? Et tu vois, l'enseignement que j'ai eu et le travail que j'ai fait pendant tous ces mois-là, c'est en fait, c'est pas mon chemin. Ça sera le chemin d'autres, sûrement, qui réussiront bien mieux que moi, mais c'est pas le mien. Aujourd'hui, en tout cas, c'est pas le mien. J'ai plus envie de ça. Alors, je dis pas que je suis contre le succès. Si demain tu me proposes de devenir coach ou thérapeute dans une émission télé qui va me garantir un succès immense, évidemment que je vais pas cracher dessus. Ce que je veux dire, c'est que le travail, pour les mauvaises raisons. Oui, et surtout, tu vois, le travail, si je dois le trouver toute seule, ce succès-là, ça va me demander trop de travail et trop de stress. Tu vois? Par exemple, on m'a dit à plusieurs reprises, refais une vidéo par jour. Tu veux retrouver énormément de succès, etc. Mais j'ai dit, mais en fait, j'ai plus du tout envie de ça. Et du coup, par conséquent, j'ai plus envie, moi, de faire une vidéo par jour. Ça me demande trop de temps. C'est fatigant. J'aime plus du tout les conseils. Enfin, les capsules conseils que je donnais avant, c'est plus du tout mon truc aujourd'hui. Je pourrais le faire autrement, tu vas me dire, mais j'en ai pas envie. Et tu vois, tout ça pourrait m'amener à un terme, à avoir un immense succès, à faire l'Olympia comme j'en rêvais, etc. Mais aujourd'hui, si l'Olympia vient à moi, d'une raison ou d'une autre, je vais pas le refuser, parce que j'adorerais ça. Mais si moi je dois aller à l'Olympia, de moi-même, si moi je dois aller chercher l'Olympia, je pense que ça me demanderait trop de travail et trop de stress. Tu vois. Et je préfère me dédier à des personnes qui vont petites, tu vois, un petit groupe qui va vraiment me garantir et me permettre de vivre comme j'ai envie de vivre, et moi, de vraiment les accompagner et de trouver beaucoup plus de continuer à trouver du sens à ma vie sans en faire beaucoup trop. Tu vois? Ok. Et il me reste que quelques questions avant qu'on termine. Comment est-ce que tu fais pour garder confiance en toi quand rien ne va? Ah bah je garde pas confiance en moi du tout. Ou pour garder la foi?
Écoute, quand ça va pas, je déprime et je m'autorise à vraiment déprimer. Tu vois, je m'autorise à vraiment chialer. Je m'autorise à avoir l'impression que rien ne va aller dans ma vie. Tu vois, j'essaie pas de me dire non mais bien sûr, fais le calcul de tes ressources. Oui, le calcul de mes ressources, je les connais au fond de moi. Tu vois, je sais ce que j'ai fait, je sais ce que je suis capable de faire dans ma vie, dans tous les domaines. Mais quand ça va pas, et ben en fait, je me fous la paix. Je me dis ok, ça va pas. Bon, je vais chialer, je vais me plaindre. Ok, bon ben ça va durer 2 jours et je vais repartir. Voilà. Ok. J'ai rien de plus à dire. Meilleure stratégie. Voilà. Non, parce que je pense que tu vois, quand rien ne va, c'est que moi, tu vois, qu'on a le droit de rien nature, carnet, pilou jusqu'au nez. Ouais, c'est ça. Tu vois, c'est vraiment, c'est ça, c'est comment tu t'autorises. Qu'est-ce qui te fait du bien quand tu vas pas bien, enfin, tu vois. Moi, c'est ça, c'est je me fous sous le plaid. Nos jours heureux sur Netflix. Ouais, qui est très sympa. Et c'est mon film préféré. Ah ouais? Ah ouais, c'est mon film préféré. J'adore la bande originale, moi, de ce film. Ouais, grave. Mais, non, moi, mon film préféré, c'est Forrest Gump. Mais on est aussi jamais sur vu une ambiance, les films américains, Ah ouais? Ouais, non. Ah, Forrest Gump, c'est quelqu'un. Enfin, c'est quelque chose. C'est quelqu'un et c'est quelque chose. Okay. J'adore ce film. Bon. Il m'a mis dans un état. Ah ouais, à ce point-là? Ah ouais. Ah, Forrest Gump, pour moi, c'est un des plus grands films de développement personnel. Hein. Sur la résilience, sur... Ah ouais, vas-y. Franchement... Il est pas en format livre? Je crois pas. Mais franchement, mais même, de toute façon, c'est un... Est-ce qu'on fait un effort pour Brenda? Mais c'est un film, c'est la mise en scène qui est incroyable. Okay. C'est magnifique. C'est vraiment... Je vais faire un effort. Sans Zemeckis, incroyable. Bref. Et du coup, ouais, voilà, tu te fous. Moi, vraiment, je joue. Moi, j'adore les jeux vidéo. Je me fous un jeu vidéo ou je me mets un replay. Je savais pas que t'aimais les jeux vidéo. Ah, j'adore ça. Je me mets un mon mec, replay. il kifferait avoir une nana comme ça qui joue au jeu, tu vois. Mais tu vois, ouais, soit jouer, soit je me regarde un replay d'un truc genre Top Chef, tu vois, que j'adore. Quand j'ai pas encore vu les épisodes, je me fous sous la couette, je pleure, je me commande une pizza, toujours très important de se commander une pizza quand ça va pas pour moi. Et en fait, voilà, et je m'autorise juste à, tu vois, aller mal. Je veux dire, on est... Après, ça dépend. Il y a des gens qui ont une pathologie dépressive, c'est autre chose. Oui, bien sûr. Moi, dans mon cas, c'est pas mon cas. Donc, je sais que je vais rebondir. Tu vois, en fait, j'ai confiance en moi, même quand je n'ai pas confiance en moi, tu vois. Parce que je sais. Mais en attendant, je me fous la paix. Okay. Parce que je sais que j'en ai besoin, en fait. Et que si je ne m'autorise pas à aller mal, ça veut dire que je n'accueille pas cette partie-là de moi. Et donc, que je me rejette. Non, mais bien sûr. Tu vois. Moi, je crois que c'est vraiment de me recentrer. Il y a vraiment un truc avec la nature. Ça va pas forcément passer par les pleurs. Ou souvent, tu sais, avec mon chéri, genre, mais je vais pas réussir ma vie. Ouais, bien sûr, la base. Et ça fait tellement du bien. Mais vraiment, je crois, moi, je pense, mon tableau de visualisation, je me marque des petites phrases et tout. Tu vois, là, j'en ai quand j'ai pas bien et tout. Et ça m'aide beaucoup. Ah ouais. Ok. Et dernière question. Quel est ton challenge actuel? Quel est ton travail intérieur actuel, sans forcément rentrer dans les détails? Vraiment la chose sur laquelle tu chemines actuellement. Et où est-ce que tu te vois dans le futur? En fait, ça va avec. Mon grand cheminement, c'est quel chemin je vais donner à ma boîte. Parce que j'ai compris que du coup, je voulais que ça change. En tout cas, je ne voulais plus 15 personnes qui travaillent pour moi. Ça, je l'ai bien compris. Donc, je réfléchis vraiment. Et tu vois, j'ai mon école, j'ai mon EFE, mon école femme d'exception que j'adore. Et tu vois, à côté de ça, je me dis, j'aimerais bien peut-être reprendre la thérapie individuelle aussi. En tout cas, accompagner pour ça. Mais pour ça, du coup, je vais sûrement me lancer dans un cycle d'études, tu vois, de thérapeute. Donc, tu vois, me remettre dans les études vraiment, hein, parce que pour le coup, c'est pas... Tu vois, j'ai même réfléchi à peut-être même reprendre les études à l'université hein, et devenir psychologue. Ça, je pense pas que j'irai jusque-là encore, mais tu vois, c'est quand même dans un coin de ma tête. Donc, je me dis... Ouais, je sais. Mais je pense que c'est une question... Pour le coup, je pense que ça parle de ma légitimité. Et en fait, j'en ai pas besoin. Donc, je pense que, tu vois, je vais pas le faire. Mais tu vois... Il y a ça, il y a... Par contre, j'aimerais bien faire l'EPG, l'école parisienne de Gestalt. Et tu sais que dans les formations psychopraticiens Gestalt, t'es beaucoup mieux formé. Oui, il paraît. Mais après, moi, je pense que je me suis dit psychologue parce que c'est plus simple et que ça te met une vraie étiquette. Ah oui, c'est sûr. Mais c'est clair. Clairement, je pense, à titre personnel, en fait, ça ira en résonance avec ce que j'ai dit avant. C'est que je n'ai pas envie de m'infliger 5 ans d'études à faire des choses qui vont parfois me plaire qu'à 10%. Et dédier ma vie ou 80% de ma vie à un cycle d'études pendant 5 ans. Là-dessus. Après, je ne l'exclus pas encore à 100%, mais je pense pas que j'irai jusque-là. En tout cas, je chemine sur, ok,
où je vais avec ma boîte en 2026. 2025, je sais globalement ce que je vais faire. 2026, il y aura sûrement des évolutions. On va voir comment ça va rendre. Ok, bah trop bien. Et est-ce que tu peux nous parler avant de terminer de ta formation qui va sortir le 2 juin, je crois, Madame Amour? Je suis. Ouais, je vois ça. Bah ouais, parce que c'est intéressant. Tu vois, tout ce qu'on a échangé, les gens ils vont être hyper intéressés par ça. Bah écoute, et aussi quelques mots sur la Gestalt, parce que pour le coup, moi, je pratique pas du tout, je connais pas du tout. Je crois que j'ai l'impression que ça ressemble un peu au psychodrame où on rejoue quelques scènes, je crois, des fois. Tu vas avoir plusieurs manières. Moi, comment je la vois, comment je la vis, comment je la travaille, c'est vraiment dans le lien. C'est la thérapie du lien avec son thérapeute. C'est-à-dire qu'en fait, le thérapeute prend pleine place dans la thérapie. Il n'est pas juste un écoutant. C'est pas juste un conseiller, si je puis dire. Enfin, d'ailleurs, j'aime pas trop ce terme. Ça va être vraiment une personne avec qui tu vas parler, avec qui tu vas Moi, j'ai ce sentiment de discussion avec mon thérapeute. Alors, ça va pas être tous les thérapeutes comme ça. Moi, je sais que j'ai plutôt envie d'être cette thérapeute-là, où le lien et la place du thérapeute va être extrêmement importante. Tu vois, du psychologue ou du thérapeute, parce qu'il prend pleine part et il n'est pas seulement dans l'écoute. Tu vois, il y a une vraie discussion et un vrai lien entre le thérapeute et son patient ou son client. En Gestalt, on dit client, qui vraiment se construit. Tu vois, en fait, on n'est pas dans un rapport ultra hiérarchisé, comme on peut avoir, par exemple, avec un psychologue lambda. Tu vois, c'est pour ça que les patients, les patients qu'on va donner, on va dire, en psychologie, on va les appeler les clients en Gestalt. Mais dans beaucoup de thérapies, vraiment, en PNL, hypnose, c'est pas. Parce que le patient, tu vois, il y a vraiment ce rapport médecin-patient. Le médecin a du pouvoir sur le patient, hein, directement. Alors que dans la Gestalt, on va plus parler de prendre soin. On soigne pas, on prend soin. C'est la même chose. Donc, voilà. Et puis, il y a aussi le fait de donner... moi, je retrouve beaucoup ça dans les thérapies brèves, mais tu vas pas soigner dans le sens où tu as le savoir et le client, il est passif... genre, il n'a aucune ressource. C'est ça. Moi, j'ai beaucoup de clientes qui me mettent dans une position de sachante. Je pense que je me suis mise dans cette position aussi pendant un moment. Et justement, c'est intéressant d'en sortir aussi pour voir comment ça se passe quand tu es au-delà de tes théories, quoi. Donc voilà. Et du coup, Madame Amour, c'est une formation dont la promesse, c'est se remettre sur le bon chemin pour trouver l'amour. Et c'est la première fois que vraiment j'ai construit un accompagnement qui allie coaching et thérapie et accompagnement thérapeutique avec 3 modules. Le premier module, ça va être vraiment la relation à soi. Tu vois, comment je m'observe à l'intérieur, dans mon niveau de responsabilité sur la situation que je vis. Pourquoi est-ce que je suis célibataire? Pourquoi est-ce que ça marche pas avec les hommes? Pourquoi est-ce que j'ai beau performer, ça ne marche pas? Donc, il y a beaucoup d'exercices, de questions à se poser. Ensuite, on va faire tout un travail sur la relation à l'autre. Comment la relation à l'autre me déstabilise. Tu vois, la relation à l'homme me déstabilise. Comment elle me bouscule. Comment est-ce que je l'évite? En fait, du coup, en étant toujours célibataire. Et troisième axe, qui là va être l'axe coaching, où une fois qu'on aura travaillé tout ça et que on aura commencé ce cheminement de paix et de souplesse, on va aller dans le réel et on va chercher l'amour dans le réel, tu vois, et comment on va le vivre, etc. Donc c'est toute l'aventure de Madame Amour. Et il se trouve qu'en période de lancement, en plus, j'accompagne aussi via des zooms de groupe auxquels les femmes vont pouvoir me poser des questions. Et donc ça s'adresse surtout aux femmes qui ne comprennent pas pourquoi elles sont célibataires, qui se disent je suis sympa, je suis jolie, je suis fun. Pourquoi ma vie célibataire est ainsi? Et on va aller travailler ça, voilà, à travers Madame Amour. Donc, j'espère qu'on aura l'occasion d'en parler ensemble et que j'aurai l'occasion de vous aider à faire un bout de chemin dans votre vie amoureuse et vous rapprocher de l'amour et surtout vous remettre sur le bon chemin pour trouver l'amour. Eh bien, vraiment, vous pouvez remercier Brenda pour sa présence aujourd'hui. C'était vraiment très riche. C'était une des plus riches que j'ai pu faire en présentiel. Donc, on va voir après Michel Odoul et Franck Martin comment ça se passe. Donc merci beaucoup. Je te souhaite beaucoup de bonheur, de paix, de santé, de succès comme tu auras envie de le vivre dans ta vie perso ou pro. Et puis vraiment, laissez-nous des commentaires s'il y a des questions. On se fera une joie d'y répondre avec Brenda. Évidemment, si c'est pas déjà fait, allez la rejoindre sur sa chaîne YouTube Brenda Boucris et sur son compte Instagram également. Les podcasts pour les plus auditifs. Et puis voilà, je crois qu'on a dit le maximum. Merci à toi. Merci. Vraiment, Chloé, c'était trop chouette. Et j'ai hâte de voir tes retours. Et
bravo aussi pour tout ce que tu as accompli, parce que je me rappelle de la petite fille qui était, enfin la petite fille, j'étais jeune. Je me rappelle qu'elle était ta maman qui t'avait accompagnée en voiture, il me semble. Ah ouais, je crois que j'ai ça en tête. C'est possible. Et du coup, comme quoi, t'as bien fleuri, quoi. On a toutes bien fleuri. C'est ça. Merci beaucoup. Merci à toi. Prends soin de toi. Gros bisous.